Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori. Aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque c'est un dialogue avec Sophie, une amie que je connais depuis 6 ou 7 ans maintenant et que j'ai connue grâce au Japon et en particulier grâce au pèlerinage de Shikoku. Pendant cet entretien, Sophie va nous parler donc du pèlerinage de Shikoku qu'elle a fait en marchant en 2017 et aussi de son site internet japonais de France sur lequel elle fait des portraits de Japonais qui vivent en France. Comme l'entretien est un peu long, je l'ai découpé en 2 parties. On commence aujourd'hui avec la première partie sur le pèlerinage de Shikoku et la seconde partie, japonais de France, sera diffusée un peu plus tard. Voilà, c'est parti pour l'entretien avec Sophie. Bonjour Sophie, Bonjour Pierre-Marie. ça va bien? Très bien. Et toi? Bah écoute, ça va, je suis à Tokyo comme tu le sais. Et toi, tu es où maintenant? Moi, je suis à Paris aujourd'hui. Tu es à Paris. Ok. Une belle journée de printemps. Ah bah ici c'est la même chose. Il fait très bon, il fait juste un peu de vent, un peu frais, c'est parfait. Et on a tous les arbres en fleurs. C'est pas Tokyo, mais c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est vrai. On a passé le Sakura là, mais il y a vraiment beaucoup de superbes fleurs en ce moment. Comment ça s'appelle en français? Je sais jamais le nom des fleurs en français. Rhododendron, je crois. Mhm. Des roses, etc. Donc c'est vraiment aussi, bien sûr, une saison sympa. Alors, je suis ravi de t'avoir sur mon podcast. D'abord parce qu'on se connaît depuis un moment maintenant, et aussi parce que comme la plupart des gens qui m'écoutent sont des Japonais et des Japonaises, c'est bien sûr un pays que tu connais bien, et j'avais envie qu'on parle de 2 sujets particuliers ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Ouh là là, c'est compliqué. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai plus de 50 ans, j'habite à Paris, en France. Euh, Actuellement, j'ai, on va dire, 2 métiers. Je suis consultante et coach, donc j'accompagne des gens en entreprise qui se posent des questions. Et voilà, je les aide à clarifier leurs idées. Et puis, j'ai une activité de, on va dire, auteur-photographe, où là, je mène des projets personnels sur plein de sujets et en général autour du Japon. Oui, c'est d'ailleurs un des sujets dont on va parler tout à l'heure, c'est ton projet japonais de France. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de ton expérience à Shikoku. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu faisais à l'automne 2017 du côté de cette île au sud du Japon. Alors, à l'automne 2017, effectivement, je suis partie toute seule à Shikoku pour faire le pèlerinage. Voilà, j'avais mis mon travail entre parenthèses. Et je suis partie, on va dire, pour me retrouver, D'accord? pour voilà, et puis parce que j'aime marcher, j'aime le Japon. Euh, J'avais jamais eu l'idée de faire un pèlerinage, mais c'est en lisant le récit de voyage d'une Française, Marie-Édith Laval, que bah, j'ai eu le coup de cœur et que j'ai su qu'il fallait que je parte à Shikoku marcher. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes quel est ce pèlerinage et peut-être aussi comment est-ce qu'il est différent du pèlerinage qu'on connaît bien en France, qui est le pèlerinage de Compostelle? Alors, je n'ai pas fait Compostelle, donc je peux pas facilement, enfin, je peux pas comparer. Le pèlerinage de Shikoku, donc le pèlerinage des 88 temples, c'est un pèlerinage qui est bouddhiste. On marche sur les traces d'un moine Kukai qui est très connu au Japon. Donc c'est un petit peu comme Compostelle. Et par contre, là, on fait quasiment le tour de l'île et on va dire que c'est une boucle sans fin, contrairement à Compostelle où on va d'un point A vers un point B.
Et puis, autre particularité, je pense, de Shikoku, c'est la tradition de l'hospitalité, du Osetai, où en fait les habitants vraiment prennent soin du Enro, du pèlerin, en lui faisant des petits cadeaux, en l'invitant à manger ou à dormir. Et je pense que ça, c'est très très japonais et c'est très très plaisant. Ouais, il y a une vraie tradition de l'accueil et c'est vrai que quand on fait ce pèlerinage, on reçoit souvent des petits gestes comme ça, soit des petits cadeaux ou même des gens qui nous invitent à manger ou des choses comme ça peut arriver. Alors c'est vrai que en préparant ces questions, j'avais un peu oublié cette histoire de boucle en fait et effectivement le Compostelle c'est comme tu as dit d'un point A à un point B, mais dans Shikoku on revient à son point de départ. Et on peut tourner sans fin, toute sa vie, comme certains le font. Est-ce que tu as été tenté, toi, une fois que tu as fini, de repartir pour un tour? Alors, moi, je suis revenue au temple numéro un, puisqu'en fait, c'est ce qui se fait. Sur le moment, non, j'ai pas été tentée de repartir parce que j'étais quand même très très contente de l'avoir terminé. Et puis voilà, je m'étais fait un petit, comment dire, préparer un petit voyage touristique post-Shikoku pour profiter du Japon. Par contre, je sais que je reviendrai un jour refaire ce pèlerinage. Ça, Ouais, c'est sûr. tu aimerais bien le refaire une deuxième fois. Mm. D'accord. Donc ça t'a pris combien de temps pour faire ce tour? Donc j'ai marché pendant 50 jours. Il faut dire que cet automne-là, donc en 2017, il y a eu beaucoup de pluie et il y a eu des typhons assez tardivement. Donc j'ai eu la chance d'avoir 10 jours de pluie consécutifs La et chance? puis deux typhons. Donc du coup, ça fait qu'il y a des petits morceaux que j'ai fait en train ou en bus pour voilà pour quand la montagne n'était pas praticable à cause de la pluie, je D'accord. faisais voilà des petits bouts comme ça en bus et en train. Mais j'ai marché 50 jours quand même. Oui, parce que toi, tu l'as fait à pied, mais je crois la majorité des personnes, et en particulier donc des Japonais qui font ce pèlerinage, le font en voiture ou alors en bus. Euh, Petit groupe, tout à fait. Ouais. ouais, c'est ça. Mais toi, tu l'as Mm. fait à pied. Je l'ai fait à pied. Alors, est-ce que tu pourrais décrire quelle est la journée type sur le pèlerinage d'un pèlerin qui voyage à pied? Alors, déjà, on se lève tôt. Et en général, on est sur la route à 7 heures du matin au plus tard. Si on dort dans les temples, il y a l'office à 6 heures du matin. Donc c'est bien d'y participer. C'est voilà, c'est une belle expérience. Et puis si on est en Minshuku, donc chez l'habitant, en général, le petit déjeuner, il est à 6h30. 6h, 6h30. Donc à 7 heures du matin, voilà, on est déjà dehors et on est parti pour sa journée. Euh, Après, ça dépend de la condition physique. Moi, je marchais à peu près 20-25 km par jour quand c'était plat. Donc voilà, on a quand même le temps de marcher à son rythme et de profiter. Il y a des jours où on visite un temple, deux temples, trois temples, et il y a quelques jours où on visite pas du tout de temple parce que voilà, il faut marcher et la distance entre deux temples est plutôt grande. Euh, Moi, je faisais une petite pause vers 10 heures, une pause banane ou une pause dans un petit kisaten pour manger voilà, un petit morning seto avec mon accent japonais. D'accord. Je continue à marcher. À midi, pareil, un petit onigiri où je faisais un petit bento dans un restaurant. Et puis, il est conseillé d'arriver là où on dort avant 17 heures. Si on est en Minshuku, il faut vraiment arriver avant 17 heures. Et même dans les hôtels, c'est quand même mieux voilà, d'arriver avant la tombée de la nuit. Quand on arrive, donc on nous donne notre chambre. La première chose qu'on fait, c'est on met ses affaires pour faire le sentaku, la lessive. Euh, et puis on va au ofuro.
prendre son bain voilà, pour régénérer son corps. À 18 heures en général, donc dans les temples, dans les minchuku, c'est l'heure du dîner. Et puis à 19 heures, on a terminé, on rentre dans sa chambre. Et puis voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. Et en général, à 20 heures, 20h30, on dort parce qu'on est quand même fatigué. Oui, on dort bien quand on a marché 20 ou 25 kilomètres. Et que ça fait 50 jours qu'on marche. Ouais. En général, on n'a pas trop de difficultés à s'endormir le soir. Tout à fait. Mm. Ok, alors, donc, quand tu as fait ces 50 jours à pied, est-ce que parmi les autres pèlerins qui faisaient le même chemin, qui faisaient donc le même chemin que toi, est-ce qu'il y avait beaucoup d'étrangers? Est-ce que c'était essentiellement des Japonais? Alors on va dire que quand même, c'est beaucoup de Japonais. Donc beaucoup de Japonais en petits groupes ou en voiture, effectivement. Il y avait quand même des Japonais marcheurs. Et puis j'ai pu sympathiser avec quelques-uns. Et il y avait des étrangers aussi, un petit peu de tous les pays, avec quand même pas mal de Français. Alors, ça reste relatif, hein. J'ai peut-être croisé une quinzaine de Français ou une vingtaine de Français, pas plus. Voilà, Ah ouais, mais c'est beaucoup quand même, ouais. c'est Hmm. beaucoup. Mm. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ce pèlerinage de Shikoku, très loin de la France, est aussi populaire auprès des Français? Alors, je pense il y a le récit de voyage de Marie-Édith Laval qui a bien marché. Auparavant, il y avait un autre récit de voyage qui avait été publié. Et puis, en France, on a Compostelle. Compostelle qui est jumelée avec le Kumano-Kodo, je crois. Et donc, il y a des Japonais qui sont sur Compostelle et donc qui parlent de Shikoku aux gens qui font Compostelle. Et donc, je pense que ça participe aussi à faire connaître ce pèlerinage. Et puis, on a à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, chaque année avant qu'il y ait le Covid, en fait, il y avait toujours en décembre une semaine où on parlait du pèlerinage de Shikoku avec une petite exposition, il y avait une conférence, voilà. Il y a aussi un effort de promotion du Japon pour faire connaître ce pèlerinage. Ah d'accord, ok. Et toi aussi, d'ailleurs, je crois que depuis que tu as terminé le pèlerinage, tu contribues à faire sa publicité, entre guillemets, en tout cas, pour employer un terme un peu plus sympa, à être une sorte d'ambassadrice de ce pèlerinage auprès d'autres Français, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, quand j'ai fait le pèlerinage, euh, j'ai fait des photos parce que j'étais photographe amateur. Et quand je suis revenue, mes amis m'ont poussé à publier mes photos. Et donc, du coup, j'ai pu faire un livre qui est sorti en librairie. Et pour accompagner le livre, j'ai commencé à faire des conférences où j'expliquais le pèlerinage, comment ça se passait pour un pèlerin. J'en ai fait un petit peu en physique et puis j'en fais beaucoup à distance, en fait, via Internet. Et j'en fais régulièrement. Des fois, j'invite d'autres pèlerins français que j'ai pu rencontrer par le biais de Facebook. Et puis voilà, on explique comment ça se passe, notre expérience, on partage. Et même si maintenant, ça fait 5 ans que je suis revenue de Shikoku, c'est toujours un grand plaisir de repartager avec des gens, de réexpliquer cette expérience quand même, qui était une très belle expérience. Oui, on a l'impression qu'il y a un peu cette ambiance d'anciens élèves comme dans les écoles, mais Voilà. un groupe de personnes qui ont vécu cette même expérience, peut-être qu'ils l'ont vécu de façon différente, mais qui Mm. partagent autour de ce voyage. Ok, super. Donc tu continues ça, les conférences Meetup sur Internet? Alors, je continue, j'en fais une ou deux par an. Quand j'ai l'occasion, là, par exemple, au mois de mars, j'ai fait pendant 2 semaines, j'ai exposé mes photos dans la région de Toulouse avec une association franco-japonaise. Et puis, donc, à cette occasion, j'ai fait une petite conférence. Donc, quand j'ai l'occasion, ben voilà, je le fais parce que c'est toujours un grand plaisir. D'accord.
Je reviens simplement un tout petit peu en arrière dans notre discussion, puisqu'on parlait des autres pèlerins. Et je voulais savoir, quand tu es allé à Shikoku, est-ce que tu parlais japonais? Enfin, quel était ton niveau de japonais? Et comment est-ce que tu as pu arriver à communiquer à ce moment-là avec non seulement les autres pèlerins, mais aussi les habitants de Shikoku, les personnes qui gèrent les hébergements? Alors moi, je parle un tout petit peu japonais, mais on va dire vraiment pas beaucoup. En fait, tous les 3 4 ans, je prends une année de cours de japonais. Donc, je suis une éternelle débutante. Mais voilà, avant de partir, quand même, je me suis replongée pendant les 6 mois de préparation un peu dans le Japon, voilà, pour pas savoir dire les quelques phrases de politesse. Et puis dans le guide de voyage qu'on a, en fait, il y a toutes les phrases magiques. Et avec ça, je me suis débrouillée pour la vie de tous les jours. Et puis voilà, avec un sourire, avec des gestes, on arrive à se faire comprendre. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pu avoir des grandes conversations avec les Japonais parce que ben voilà, j'ai été limitée. D'accord. Il y a quand même toujours un niveau de communication qui passe par ce qu'on appelle dans les langues le non-verbal aussi, les Tout à fait. sourires, les Mm. petits gestes, etc. Partager un bout de mandarine ou un bout de gâteau avec un pèlerin, on n'a pas besoin de parler, on se comprend. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Et je me rappelle que j'avais aussi cette impression, j'étais un peu dans le même cas quand je l'ai fait, et un peu avec le même niveau de japonais aussi, d'être sur la même longueur d'onde que les autres pèlerins. Tout à fait. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, il y a... Donc la communication, même si elle est relativement superficielle avec les mots, elle est assez profonde quand même. Oui, parce qu'on est ensemble sur le chemin Exactement. et donc on s'entraide et on prend soin l'un de l'autre. Ok, très bien. Alors, ton livre, il s'appelle Le pèlerinage de Shikoku en images et en mots, c'est ça? Tout à fait. Hmm. Est-ce qu'on le trouve ici au Japon? Tu sais s'il est vendu au Japon? J'aimerais bien, mais je crois pas. En fait, je sais pas il y a une librairie française à Tokyo. Je sais pas si elle existe encore d'ailleurs. Ah, et je sais qu'il y en a une qui a fermé il n'y a pas Et longtemps, je crois, voilà. à Mm, cause du corona notamment. Je ne sais pas s'il y a encore une grosse librairie française, je ne suis pas sûr. mm. Mais je rêverais, ça serait. Puis j'aimerais bien qu'on le trouve aussi dans les quelques temples qui vendent des livres à Shikoku. Ça serait vraiment pour moi un grand honneur. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, La ouais. prochaine fois que j'y vais, j'amène mon livre. Tu viens avec une caisse. Je viens avec le livre. Ouais. Donc c'est le pèlerinage en images, donc tu as expliqué que tu étais photographe amateur, et en mots aussi, donc la partie mots, qu'est-ce que tu as travaillé? Parce que c'est pas un récit de voyage ce que tu as fait. Non, c'est pas un récit en fait. Il y a des petits textes très courts qui correspondent à chacune des 4 étapes, en fait, on va dire, du voyage intérieur du pèlerin, qui traduisent un petit peu dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et puis, j'ai écrit des haïkus. Tu t'es mis au haïku, waouh! Je me suis mise au haïku en marchant. Voilà, il y a des haïkus qui sont venus. Et puis après, je suis allée en chercher d'autres dans les annales japonaises. Mais je me suis mise à écrire des haïkus, oui, tout à fait. Ah donc tu les écrivais à ce moment-là quand tu étais sur le pèlerinage ou tu les as écrits après en fonction des photos peut-être Alors, j'ai fait les deux. Il y en a que j'écris pendant le pèlerinage et il y en a que j'écris après en fonction des photos. D'accord. Ok, super. Mm. Très bien, donc ça c'est le résultat, on va dire, visible, matériel de ton pèlerinage, quelque part, ce livre et ce témoignage. Quel est le résultat invisible, on va dire, comment est-ce que cette expérience t'a changé? Alors, en fait, quand je suis partie, et je pense que beaucoup de gens ont cette idée en tête, j'avais un peu l'impression que ça serait un pèlerinage baguette magique, Hmm. que une fois que je l'aurais terminé, waouh, pof, ma vie serait transformée. C'est pas du tout le cas. Quand je suis rentrée, bah, j'ai repris, on va dire, le fil de ma vie, mais il y a des choses qui se sont mises en place petit à petit.
Et là, j'ai compris le titre du récit de Marie-Édith Laval, qui est comme une feuille de thé à Shikoku, parce que j'ai l'impression que ça a infusé tranquillement dans le temps et que les choses ont changé. J'ai quitté mon travail. Mhm. C'était déjà un petit peu dans l'air du temps, mais voilà, ça s'est concrétisé. J'ai publié ce livre qui n'était pas du tout attendu. Euh, et du coup, j'ai fait une école de photographie parce que j'en avais envie et j'avais le temps. Donc, j'ai démarré un nouveau travail où maintenant je travaille pour mon compte. Et puis, je fais des projets photos autour du Japon parce que c'est une envie qui a émergé au fil du temps et que j'ai décidé de suivre mes envies. Donc voilà, ça, ce que ça a changé. Après, je pense que j'ai peut-être un rapport aux choses matérielles un petit peu plus détaché, Mhm. même si très vite on reprend la consommation de tout un tas de choses inutiles. Mais je sais que si demain je suis en difficulté, je peux vivre de pas grand-chose. Hmm. Euh, et ça, c'est un poids en moins, je pense, dans la vie. Alors, je suis pas minimaliste, mais je sais que Si nécessaire. si nécessaire, je peux le devenir. Voilà. Hmm. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que sur le chemin, on a notre petite maison sur le dos, il n'y a pas grand-chose, il y a un sac à dos. Et il faut pas trop la charger, la maison. Et il faut pas trop la charger, la maison, exactement. Sinon, les 25 kilomètres sont de plus en plus difficiles. Voilà, tout à fait. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le pèlerinage? Non, moi je recommande de le faire parce que c'est une très belle expérience en fait de lâcher prise si on y arrive et de se dire que quand on est sur un chemin comme ça, quand on se lève le matin, le seul objectif qu'on a dans la journée, c'est d'arriver à bon port le soir. Et puis après, on est juste dans l'instant présent à vivre et à être ce qui est là. Donc à s'émerveiller de la nature, des papillons, des oiseaux, des rencontres qu'on fait. On est en vigilance quand même parce que des fois il y a des serpents, il peut y avoir des sangliers. Euh, mais voilà, on est vraiment dans la vie et le présent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et pour vivre ça, vraiment, je le recommande. Voilà, c'est la fin de la première partie de mon interview avec Sophie. Vous pouvez retrouver la transcription de cette interview en accès gratuit sur mon site internet frenchbyear.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Chikai.